On a dit qu'il était mort. On a payé pour qu'on l'oublie. Et pourtant, il a survécu. Il n'avait ni nom, ni toit, ni histoire. Jusqu'au jour où il a sauvé la femme la plus puissante d'Abidjan. Des années plus tard, il est revenu. Pas pour réclamer, pas pour mendier, mais pour dire au monde ce qu'on a tenté d'enterrer. Voici l'histoire de l'enfant qu'on a effacé, et qui est devenu la vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. N'oublie pas de t'abonner à l'atelier de l'histoire pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci. Le soleil cognait sur les tôles rouillées d'Adjamé comme un marteau sur une enclume. L'air sentait l'huile brûlée, la poussière et les espoirs fatigués. Dans le vacarme des klaxons et des voix qui marchandent, un garçon errait, invisible aux yeux du monde. Son nom était Kwadjo. Il n'avait ni maison, ni famille, ni âge que l'on célèbre. Il survivait. Chaque matin, son rituel était le même. Traverser les parkings étroits entre les gbaka, éviter les coups de balai des vigiles, se poster au coin de la gare et tendre la main à la foule pressée. Il savait où mendier, où dormir, où disparaître quand le danger rôdait. Il connaissait le langage de la rue, les regards qu'il fallait éviter, les odeurs qui annonçaient les bagarres. Mais ce jour-là, la routine s'effaça, balayée par l'inattendu. Une voiture noire, haut de gamme, s'était arrêtée non loin du marché. Ses vitres teintées reflétaient le ciel plombé. À l'intérieur, une femme semblait en détresse. Son corps tremblait. Elle ouvrit la portière avec maladresse. Ses jambes cédèrent sous son ventre rond. Elle s'effondra. Autour, personne ne bougea. Les regards se détournaient, figés dans une peur silencieuse. Les chuchotements volaient. C'est la femme de Doumbia Bank. Problème de riche. Laisse, ça ne nous regarde pas. Mais Kwadjo s'avança, instinctivement, sans réfléchir. Il fendit la foule, s'agenouilla près d'elle, plaça ses mains sales sur son front moite, lui parla doucement, appela à l'aide. Une vendeuse cria qu'il allait se faire frapper. Un homme rit, mais lui resta. Le miracle, ce jour-là, ne fut pas la survie de la femme. Ce fut la présence de ce garçon que tout le monde avait appris à ignorer. À la clinique, quand on voulut le chasser, la voix faible d'Aminata Doumbia s'éleva, affirmant qu'il devait rester. Le personnel s'exécuta. Dans cette pièce climatisée, Kwadjo découvrit le silence, les murs blancs et une chaise qui n'était pas un trottoir. Avant qu'il ne parte, elle lui tendit une carte, chiffonnée, griffonnée. Son nom, une promesse muette, un souvenir. Ce soir-là, alors que les rues s'endormaient sous la pluie fine, Kwadjo s'allongea sur sa dalle de béton, serrant ce petit carton contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ferma les yeux sans crainte. Ce n'était pas encore un rêve. C'était un appel. Quelque chose venait de s'ouvrir. Une faille, une possibilité. Et même si le monde semblait ne pas changer, lui, il avait franchi une porte. Le temps, dans la rue, ne s'écoule pas. Il s'effrite. Il s'effondre. 2 années passèrent comme des saisons sans récolte. Kwadjo avait grandi. Son regard s'était durci, son pas plus silencieux. Il n'était plus le petit garçon qui s'arrêtait devant les vitrines, fasciné par les mannequins figés. Il était devenu une ombre parmi les ombres. Un survivant, comme tant d'autres. La carte qu'Aminata lui avait laissée dormait au fond d'un sac plastique noué autour de sa taille. Froissée, effacée par l'humidité, elle avait perdu de sa couleur. Tout comme le souvenir de ce jour. Pas complètement, non. Mais la faim, la crasse, la loi de la rue avaient recouvert la promesse d'un voile sale. Car rien n'était venu. Ni voiture, ni recherche, ni retour. Un soir, près de Koumassi, il fut pris dans une rafle. Un camion militaire, une descente brutale. Des enfants battus, entassés, jetés dans un centre de réinsertion où l'on réapprend à obéir, à se taire. Là, il perdit un ami, Moussa, un autre gamin des rues. Moussa, avec ses histoires de foot et ses rêves de Barcelone. Mort de fièvre dans une salle sans électricité. Enterré sans nom. Kwadjo, lui, s'enfuit quelques jours plus tard, profitant d'un orage pour forcer une fenêtre. Il ira jusqu'à Yopougon. C'est là que les choses changèrent. Il fut repéré par un homme nommé Tonton Pascal, un nom qui n'avait rien d'innocent. Officiellement, il offrait du travail aux jeunes. En réalité, il les formait à la combine, au vol discret, à l'arnaque téléphonique. Pas d'armes,
Pas de sang, juste des mots. Des scripts à répéter. Des victimes à flatter. Des comptes à vider. Quadio, malgré lui, devint bon. Trop bon. Sa voix douce. Son visage encore jeune. Il inspirait la confiance qu'il n'avait jamais reçue. Chaque soir, après les opérations, Pascal leur distribuait des billets comme on nourrit des chiens, juste assez pour revenir le lendemain. Et dans cette fausse fraternité, Quadio enterra un peu plus celui qu'il avait été. Mais la rue, comme le destin, a toujours ses fissures. Un matin, en nettoyant un vieux sac troué, il tomba sur la carte. Pâle, délavée, mais lisible encore. Aminata Doumbia, personnel. Quelque chose vacilla. Une image revint, floue mais tenace, la femme allongée sur le bitume, son ventre tendu, son regard effrayé. Et lui, agenouillé, elle murmurant son nom. Le lendemain, il décida de disparaître. Il quitta Yopougon sans prévenir, brûla les vêtements offerts par Pascal, et marcha, sans plan, avec juste cette carte contre sa poitrine. Mais ce n'était pas la fin de ses souffrances. Ce n'était même pas le début du chemin. Car pendant qu'il marchait vers le souvenir d'une promesse oubliée, une autre vérité l'attendait. Quelqu'un d'autre n'avait pas oublié Quadio. Et ce n'était pas Aminata. Quadio marchait depuis 2 jours. Ses pieds étaient couverts de poussière, ses lèvres fendillées par la chaleur. Il n'avait plus qu'un objectif flou, trouver Aminata Doumbia. Il ne savait pas par où commencer, ni même si elle vivait encore à Abidjan. Mais l'idée avait grandi en lui comme une fièvre. Il devait comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi elle l'avait oublié? S'il avait rêvé toute cette histoire. Il n'avait aucune adresse. Juste un nom. Et un besoin profond, animal, de sens. Il arriva à Grand-Bassam, par hasard. Ou par destin. Le sable de la lagune lui semblait étranger. Trop calme. Trop vaste. Il se perdit dans les ruelles du quartier France, puis s'endormit près d'un vieux hangar colonial à moitié effondré. C'est là que le trouva Fatou, la vendeuse de livres, surnommée ainsi par les enfants du quartier. Elle avait la soixantaine. Une démarche lente, un regard acéré. Ancienne institutrice, devenue bouquiniste sur le rivage. Tous les matins, elle sortait ses livres en équilibre sur une table de fortune et lisait à haute voix des extraits de romans africains aux passants désintéressés. Ce matin-là, elle trouva Quadio étendu, sale, amaigri, mais avec un éclat étrange dans les yeux. Elle le réveilla avec douceur, lui donna du pain et de l'eau. Il voulut fuir. Elle ne le retint pas, mais il resta, et pendant plusieurs jours, il revint, juste pour l'écouter lire. Senghor, Kourouma, Birago Diop, des mots qu'il ne comprenait pas toujours, mais qui lui ouvraient des portes. Un soir, sous les lanternes à pétrole, elle lui demanda « Tu cherches quoi dans cette ville, petit ?» Il hésita, puis sortit la carte chiffonnée. Elle la lut. Son silence pesa lourd. « Tu n'as pas été oublié, dit-elle simplement. » Quadio la fixa, abasourdi. Elle lui raconta alors ce qu'elle savait. Aminata Doumbia avait disparu de la scène publique quelques mois après avoir accouché. Retirée de tout. Certaines rumeurs parlaient d'un drame, d'un scandale, d'un bébé mort-né. D'autres disaient qu'elle vivait dans une résidence gardée, loin d'Abidjan. Mais personne ne savait la vérité. Ou presque. Fatou lui dit autre chose, plus important encore. Tu crois chercher une femme, mais tu es en train de chercher qui tu es. Elle lui offrit un livre sans titre visible. À l'intérieur, un simple mot sur la première page. Avant de comprendre les autres, lis ton propre silence. Ce soir-là, Quadio ne dormit pas. Il relut ce mot 20 fois. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Pas de colère, pas de faim, mais de mémoire, de soulagement. Fatou devint sa première lumière, son mentor inattendu. Elle ne lui donna pas d'argent. Elle lui donna mieux, des mots, du recul, un cap. Et, le dernier matin, avant qu'il ne reparte, elle lui souffla. Va vers ce nom, mais ne cours pas vers le passé. Ouvre-le. Tu y trouveras ce que tu ne t'attendais pas à voir. Le jour où il quitta Grand-Bassam, Quadio n'avait rien dans les poches, sauf le livre de Fatou, la carte fanée d'Aminata Doumbia, et une certitude nouvelle. Il devait savoir. Pas pour recevoir, pas pour demander, mais pour rompre un silence devenu trop lourd pour un garçon seul. Le trajet jusqu'à Cocody fut long. Il passa par la commune d'Angré, puis par le plateau,
longeant les immeubles comme des tours d'ivoire trop brillantes pour lui. Il se sentit petit, invisible à nouveau, mais pas perdu. La résidence des orchidées apparaissait au bout d'une rue bordée de palmiers privés. Un portail en acier, des caméras, des vigiles en chemise noire. Là, il y avait un autre monde. Le monde qu'on lui avait juré d'oublier. Celui qu'il n'aurait jamais dû approcher. Il observa de loin. 2 jours, puis 3. Il repéra un jardinier qui sortait tous les matins avec une vieille tondeuse. Un homme fatigué, mais cordial. Il lui proposa son aide. Le vieil homme accepta. Tu tiens la brouette, petit. Pas plus. Et c'est ainsi que Quadio franchit le seuil. Non pas en héros, mais en ombre silencieuse. À l'intérieur, tout était trop propre. Des piscines sans bruit, des murs sans fissures, des domestiques sans visage. Mais ce qui le frappa le plus, c'était le vide. Un silence de verre. Aucune voix d'enfant. Aucune rumeur de fête. Une villa immense. Une femme recluse, disait-on. Jamais vue, jamais nommée. La patronne, elle sort plus. Depuis des années. Elle a perdu quelque chose. Personne sait quoi. Lui glissa un cuisinier, les yeux baissés. Mais Quadio savait. Un jour, il osa. Il déposa un petit mot, écrit maladroitement, dans le pot d'une orchidée au fond du jardin. Je suis celui de la rue. Vous m'aviez promis de ne pas m'oublier. Je suis venu, pas pour demander, pour comprendre. Puis il attendit. Le lendemain, on le fit appeler. Un domestique silencieux le conduisit dans une pièce sans fenêtre. Là, elle était là, assise, mince, fatiguée, plus âgée, Aminata Doumbia. Elle le fixa longuement, comme si elle avait peur de voir un fantôme. Puis elle murmura, « Tu as vraiment existé. » Et dans ses yeux, il ne vit ni joie, ni soulagement. Il vit la peur, un profond malaise. « Tu n'aurais pas dû revenir ici, » ajouta-t-elle. Il comprit, trop tard, qu'il n'était pas simplement revenu pour chercher un souvenir. Il avait franchi un portail piégé. Et dans cette maison luxueuse, ce n'était pas la richesse qui l'attendait. C'était un secret qui allait tout brûler. Après leur brève rencontre, Aminata Doumbia ne reparla plus à Quadio. Pendant plusieurs jours, il resta logé dans une chambre étroite, surveillé, nourri, mais pas libre. Il comprit qu'il n'était pas accueilli. Il était contenu. Un homme en costume, Monsieur Silla, se présenta comme conseiller de la famille. Froid, mesuré, poli. Il posait des questions comme on tisse un piège. As-tu gardé contact avec quelqu'un? Pourquoi es-tu venu ici maintenant? Tu as dit que vous vous étiez rencontrés. Tu as des preuves? Quadio répondait peu. Il se sentait encerclé, scruté. Il dormait mal, mais il écoutait, et il apprenait. Un soir, une femme d'entretien, Bintou, vint lui glisser un mot. Tu n'es pas fou. Ce que tu cherches, tu es plus proche que tu ne crois. Elle lui donna un plan, le guidait jusqu'aux archives privées de la Fondation Doumbia, stockées dans une aile du bâtiment. Quadio suivit son instinct. Il s'y rendit en cachette une nuit. Dans les archives, il trouva un vieux classeur, scellé mais mal rangé. À l'intérieur, des photos floues, des certificats, une lettre écrite à la main. Une date, le 2 novembre 2012. Une mention, naissance prématurée et garçon disparu après incident. Puis une autre note, manuscrite. A effacé des registres trop dangereux pour la réputation. Aucun contact avec la presse. Informer Aminata de la perte de l'enfant, version officielle validée. Quadio sentit le sol se dérober. Il n'était pas un passant sauveur. Il était lié à elle. L'enfant d'Aminata n'était pas mort. Il avait été écarté. Lui, le lendemain, il affronta Aminata. Il parla. Il hurla presque. Elle pleura. Mais elle ne nia pas. Elle avoua qu'elle avait été droguée durant son accouchement, tenue à l'écart, que son entourage, son mari, son conseiller, ses partenaires avaient décidé pour elle. On m'a dit que tu étais mort-né. J'ai voulu croire, parce que c'était plus simple que d'affronter ce qu'il m'avait volé. Mais le plus cruel fut ce qu'elle ajouta ensuite. Et maintenant qu'on sait qui tu es un problème. S'il entra, 2 agents de sécurité apparurent. On l'emmena de force.
On le jeta dans un véhicule, direction ailleurs. Pas de plainte, pas de cri, pas de policier. Disparition propre. Mais Quadio, cette fois, n'était plus un enfant. Il s'échappa. Une ruelle, une clôture, un taxi volé à moitié. Blessé, craqué, seul, mais éveillé. Fuyant la résidence, Quadio se réfugia dans les entrailles d'Abidjan, là où personne ne pose de questions. Les arrière-cours de Danga, les anciens clubs jazz reconvertis en bars silencieux, les immeubles semi-abandonnés où vivent les oubliés. C'est là qu'il soigna ses plaies, grâce à Bantou, la femme d'entretien qui l'avait aidé à s'enfuir. Elle lui trouva une chambre, une radio, un carnet et une mission. Quadio, à travers les documents volés dans les archives, avait entre les mains une bombe morale. Il pouvait tout révéler, la disparition de l'enfant, la manipulation d'Aminata, la corruption autour de la fondation. Mais à qui faire confiance? Qui croirait un ancien enfant des rues contre un empire bancaire? C'est alors que Fatou réapparut. Oui, Fatou, la bouquiniste. Elle lui avait suivi à distance. Et elle n'était pas qu'une vendeuse. C'était une ancienne journaliste dissidente, bannie du paysage médiatique après avoir dénoncé des crimes politiques dans les années 90. Elle lui dit: « Tu crois que ton histoire commence à toi seul. Mais elle est la leur, et la nôtre. Ce que tu as peut réveiller un pays. » Intérieur. Mais Quadio hésite. Il est déchiré. Une partie de lui veut la justice, l'autre crie vengeance. Il rêve de brûler leur tour, de révéler au monde leur lâcheté. Mais au fond, il rêve aussi de cette chose qu'il n'a jamais eue, une mère. Et c'est là que le combat devient insoutenable. Car Aminata Doumbia n'est pas un monstre. Elle est fracturée, perdue, manipulée, complice malgré elle. Peut-on détruire celle qui vous a donné la vie, même si elle a permis qu'on vous l'arrache? Fatou l'emmène voir un contact, Kader, rédacteur du journal clandestin L'Écho Brut. Ils discutent, ils lisent les preuves, ils décident. En sort tout. Le scandale, le système, le nom, pas seulement ta mère. Tous les visages derrière cette machine à effacer les pauvres. Mais avant, il y a un prix. Quadio doit parler. Devant caméra, en plein jour, sans flouter son visage. Il passe la nuit seul. Sur une terrasse en tôle, face à Abidjan illuminé, il relit la lettre. Il pense à Moussa, à Fatou, à Sidonie la vendeuse de beignets, à tonton Pascal, à tout ce que la rue lui a volé et donné. Puis il ferme les yeux, et il décide. Il parlera, il dénoncera, mais sans haine, car son histoire ne sera pas une vengeance. Elle sera une vérité. L'écran s'allume. Un jeune homme, fin, peau mate, cicatrice sur l'arcade. Derrière lui, un mur de tôle rouillée. Il regarde la caméra, droit dans les yeux. Je m'appelle Quadio. J'ai grandi dans la rue. Je suis celui qu'on a fait disparaître pour protéger un nom. Et voici ce qu'on m'a fait. Il parle. Pendant 7 minutes, sa voix ne tremble pas. Il montre les documents, les preuves. Il raconte l'accouchement d'Aminata, le mensonge orchestré, sa vie effacée, les visages des responsables. Puis il termine par ces mots. Je ne demande pas justice. Je ne demande pas pardon. Je reprends seulement ce qu'on m'a volé. Mon histoire. La vidéo est postée à 6 heures du matin. À 6h37, elle est partagée par une influenceuse locale. À 8h02, elle est reprise par un média panafricain. À 9h15, elle passe dans un débat télévisé. À 10h, la tempête est là. Les commentaires explosent. Des anonymes racontent leurs propres abus. D'anciens employés de la Fondation Doumbia témoignent sous pseudonyme. Des documents fuitent. Des journaux internationaux s'en emparent. Des appels à manifester s'organisent dans les quartiers pauvres d'Abidjan. Dans les salons du pouvoir, c'est la panique. Aminata Doumbia est convoquée en urgence par le conseil d'administration de sa propre banque. Monsieur Silla disparaît. Un mandat est lancé contre lui. Un avocat prononce la phrase que tous redoutaient. Si ce garçon est réellement son fils biologique, il devient héritier automatique de 51% des parts personnelles non transférées. Aminata regarde la vidéo. En boucle. Elle pleure. Mais pas comme une mère. Comme une femme qui se rend compte qu'on l'a déchirée, qu'elle a elle-même blessée.
Elle demande à voir Quadio. Mais il refuse. Pas par haine, par nécessité. Qu'elle m'écoute, pas qu'elle me touche. La même nuit, leur serveur est piraté. Fatou est suivi. Un complice de Quadio est battu. Le journal L'Écho Brut est temporairement suspendu par un contrôle administratif. Mais il est trop tard. La vérité ne se négocie plus. Quadio quitte Abidjan. Il change de nom. Il disparaît. Pas pour fuir, mais pour se libérer du rôle qu'on veut lui donner. Ni star, ni martyr, ni héritier. Il part comme il est venu, à pied. Mais cette fois, il choisit la direction. 2 ans ont passé. Dans un village isolé du nord, à Kassiola, un homme enseigne la lecture à de jeunes enfants sous un manguier. Il parle peu. Il sourit beaucoup. Il s'appelle Quadio, ou du moins, c'est le nom qu'il a choisi de garder. Il ne veut pas de titre, ni d'argent. Il veut semer. Il vit dans une maison en banco, lit chaque soir à voix haute des poèmes à la lumière d'une lampe à pétrole. Il écrit aussi. Un journal. Des pensées. Pas pour publier. Pour transmettre. À Abidjan, la tempête s'est calmée. Le scandale a laissé des traces indélébiles. La fondation Doumbia a été restructurée. Plusieurs dirigeants ont été condamnés. Le nom de Quadio n'est jamais prononcé publiquement. Mais dans les milieux intellectuels, on parle de l'enfant du vide, celui qui a brisé le silence d'un empire sans jamais réclamer de trône. Des étudiants en journalisme analysent encore sa vidéo comme un acte de contre-pouvoir citoyen pur. Mais lui n'a rien repris. Il a laissé les ruines à ceux qui construisent avec le bruit. Lui bâtit avec le calme. Un matin, il reçoit une lettre, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une simple page. Tu n'as pas seulement changé ma vie. Tu m'as obligé à regarder ce que je suis devenu. Je suis désolé. Je ne demande rien. Mais sache que j'espère être digne de toi, un jour. Oh ah! Il ne répond pas. Mais ce jour-là, il ne lit pas de poèmes. Il laisse les enfants lire entre eux et s'allonge sous l'arbre, les yeux fermés. Il n'attend plus rien. Et c'est cela, l'élixir. Un garçon du village lui demande un jour. Tu as déjà eu une famille? Il sourit. Oui, mais elle ne ressemblait pas à ce que tu crois. Puis il lui tend un livre. Dedans, un mot. Ton histoire n'est pas où tu viens. C'est ce que tu décides d'en faire. Quadio n'a pas sauvé le monde, mais il a arrêté de s'effacer. Il n'a pas pris la place qu'on lui a volée, mais il a créé la sienne. Et pour tous ceux qui l'ont vu traverser le feu et en ressortir sans couronne, il reste le symbole de cette vérité invisible. Celui qui ne possède rien peut offrir ce qu'aucun roi ne pourra jamais acheter, la paix intérieure. Et famille, avant de partir, une seconde. Si cette histoire t'a bouleversé, inspiré ou même juste fait réfléchir, abonne-toi maintenant à notre chaîne. Et maintenant, on te parle, toi, spectateur. À quel moment de l'histoire as-tu ressenti le plus d'émotion? Est-ce quand Quadio découvre qu'il est l'enfant disparu? Ou lors de son témoignage face au monde? Tu crois que Quadio aurait dû tout pardonner à sa mère? Ou aurait-il dû se battre pour reprendre tout ce qu'on lui a volé, y compris son nom et sa richesse? Est-ce qu'il existe des Quadio autour de toi? Des gens invisibles qui portent en eux une vérité puissante? Et toi, si tu devais raconter ton propre voyage du héros, il commencerait où? Qui t'aurait abandonné? Et qui t'aurait sauvé? Si tu veux qu'on adapte ton histoire, ou une histoire vraie de ton quartier, de ta famille, ou même un rêve que tu as, dis-le en commentaire ou envoie-nous un message. Et surtout n'oublie pas, like, abonne-toi, partage. Tu ne suis pas juste une chaîne. Tu rejoins une armée de conteurs. Abonne-toi.